Il y avait une histoire à propos de l'académie militaire zénithienne qui pouvait faire pleurer les étoiles à neutrons et geler l'hélium. La rigueur académique était correcte, les simulations tactiques quantiques étaient brutales. Mais ce qui rendait vraiment le cours exceptionnel était l'examen final, une petite activité amusante que les professeurs avaient surnommée le creuset. Rien qu'en regardant le nom, on aurait dû s'en douter. Mais de toute évidence, même les créatures dotées d'une communication supraluminique ne remarquent pas toujours l'évidence. Les plus brillants cerveaux militaires de la galaxie se sont précipités à l'Académie en raison de son emplacement privilégié dans l'illustre secteur d'Andromède. Cependant, c'était la version pour la brochure promotionnelle. En fait, il attirait les parents les plus désespérés de la galaxie qui étaient impatients d'envoyer leurs enfants aussi loin que possible. Quelque part avec un taux de mortalité suffisamment bas pour mettre fin à leurs soucis d'héritage idéalement. L'Académie était bien plus que sa bibliothèque abritant le savoir-faire tactique de 1000 civilisations ou ses chambres de guerre holographiques. Le corps de surveillance galactique avait déclaré Glacialis Prime inhabitable pour toutes les formes de vie, donc ce ne pouvait pas être cette planète. Les bureaucrates ont alors eu l'idée lumineuse que ce serait un endroit idéal pour former les futurs commandants militaires. Des mondes comme Glacialis Prime font de l'Antarctique un paradis tropical. Par une journée chaude, sa température de surface était en moyenne de 200 degrés K et les tempêtes faisaient ressembler les ouragans à de douces brises. Les vents pouvaient arracher la chair des os. Si l'on pouvait tolérer les faibles odeurs de dioxyde de soufre et de méthane avec leur oxygène, l'air pourrait être considéré comme respirable. Les créatures avec une dentition inhabituellement développée et une attitude qui ferait passer les gloutons enragés pour des animaux de thérapie constituaient la majeure partie de la faune locale. La promotion sortante de l'Académie était envoyée chaque année dans cette friche glaciale avec seulement le kit de survie le plus essentiel et on leur apprenait à rester en vie pendant 30 jours. Le pourcentage de réussite était d'environ 40%, ce qui était considéré comme optimiste par les professeurs. Après tout, les vraies opérations militaires n'offraient jamais des chances aussi favorables. La nouvelle classe de cadets était un mélange standard de variétés cosmiques. Ensuite, il y avait les marcheurs de glace terriens qui pouvaient convertir le méthane en un vin raffiné grâce à leur peau à écailles bleues et à leur capacité à contrôler leur propre température corporelle. Les cœurs de pierre des Moraniens avaient des fournaises à l'intérieur qui pouvaient faire fondre l'acier et une peau assez solide pour résister aux éclairs de plasma. Les Salvari étaient des créatures élégantes avec des réflexes qui semblaient presque précognitifs et des métabolismes améliorés qui leur permettaient de vivre avec très peu de calories. Ensuite, nous avions la personne Kai Hendris. Avec le développement du voyage plus rapide que la lumière il y a environ 30 ans, les humains ont été tout juste acceptés dans la communauté galactique. Leur globe natal avait été remarquablement dominé par une espèce qui était à tous égards tout à fait moyenne, ils étaient donc considérés comme une anomalie intéressante. Il y a une absence totale de force surhumaine, de vitesse, de télépathie, d'adaptation environnementale et d'armure naturelle. Un xénobiologiste avait fait l'observation astucieuse qu'ils étaient agressivement ordinaires dans tous les aspects possibles. Les humains étaient particulièrement déconcertants pour le commandant Vextara, dont la forme cristalline s'était développée pendant les tempêtes de méthane de Kepler 442b. Au fil des années, elle avait observé plusieurs cadets humains et chacun d'eux présentait les mêmes traits déconcertants. Leur inclination à essayer des choses qui auraient dû les tuer était effrayante et ils se plaignaient de tout et posaient trop de questions. Étonnamment, plusieurs d'entre eux ont réussi à survivre à leur tentative, ce qui est quelque peu déconcertant. Les espèces spécialistes étaient nettement préférées dans les paris des professeurs. Compte tenu de leurs avantages inhérents, les cotes de 3-1 pour les cathets semblaient généreuses. Après le Salvari, les Moraniens étaient en deuxième position.
Les chances de Kai Hendricks étaient de 50 contre 1, ce que la plupart des gens pensaient être extrêmement optimiste. Avec ses 6 yeux, le professeur Tellon pouvait surveiller de nombreux scénarios tactiques à la fois. « Rappelez-moi encore une fois pourquoi nous admettons des humains dans ce programme » demanda-t-il. La question qu'il posait n'était pas complètement vide. Le raisonnement du comité académique était quelque chose qu'il trouvait vraiment difficile à saisir. Quota de diversité, dit Vextara, sa voix trahissant son expérience avec le sujet. Les points de vue divers améliorent l'efficacité militaire selon le Conseil galactique. Tous les points de vue, y compris ceux qui impliquent une insatisfaction avec la nourriture de la cafétéria et des demandes de modification de l'équipement standard, en particulier ces points de vue. Il y avait apparemment autant de joie et de célébration le matin du déploiement qu'il y en aurait eu à un enterrement. Avec leurs effets personnels approuvés par l'Académie et l'équipement de survie obligatoire sur les épaules, les cadets se sont rassemblés dans la baie de transport. Les Ctérans étaient détendus, voire désintéressés. En raison de leurs capacités innées, le défi imminent semblait être de longues vacances. Les Moraniens étaient ainsi préparés pour le combat qu'ils émanaient de la chaleur même à travers leur armure. Avec leur élégance caractéristique, les Salvari exécutaient chaque geste avec économie et précision. Ils avaient probablement déjà planifié leurs emplacements d'abri au mètre carré et déterminé leurs dépenses caloriques idéales. Au milieu d'eux, Kai se tenait paraissant quelque peu sous-vêtu. Il semblait porter un couteau de terrain ordinaire et un assortiment inhabituel d'instruments métalliques que l'intendant n'avait pas pu identifier, mais qu'il avait autorisé comme marchandise non armée. Son sac d'équipement semblait plus petit que les autres. « Cadet, soyez attentifs !» L'écho cristallin de la voix de Vextara résonnait au-dessus de la baie. Vous êtes sur le point de rencontrer le summum des tests de préparation militaire. Glacialis Prime mettra votre courage à l'épreuve de toutes les manières imaginables, des instincts de survie à l'acuité tactique, en passant par la pure volonté. La planète tournait lentement autour du portail de vision, sa surface enveloppée de tempêtes omniprésentes, tandis qu'elle pointait dans cette direction. Voici les règles simples. Restez en vie pendant 30 jours réguliers. À l'endroit spécifié, l'extraction aura lieu. Si nous n'arrivons pas à l'extraction, le cours est un échec. Avec un bras tendu à l'échelle, un cadet quittérien s'inclina. Chef d'état-major, comment le terme « échec à l'extraction » est-il défini? L'échec primaire est la mort. Les échecs secondaires incluent les blessures graves, l'effondrement mental et le désengagement volontaire. Il était clair d'après son ton qu'elle pensait que la question était superflue. Une main se leva de Kai. La chasse à la faune locale a-t-elle des limitations? La question fit ricaner ses autres cadets. Une expression de pitié traversa le visage du professeur Teclon, alors que ses 6 yeux se fixaient sur l'humain. La faune indigène de Glacialis Prime, connue sous le nom de Cadet Rix, est plus encline à vous poursuivre. Au lieu de te laisser emporter par des plans alimentaires grandioses, tu devrais te concentrer sur ta survie. Ouais, je comprends. Enquête supplémentaire. Le piégeage a-t-il des limites? Le seul hic, intervint Vextara, c'est qu'il faut survivre pour mettre sa stratégie en action. Conçus pour un voyage simple et sans retour, les vaisseaux de transport n'offraient aucun luxe. Les capsules de largage ont été distribuées à chaque cadet et larguées à des endroits aléatoires sur le continent le plus agréable de Glacialis Prime, un terme qui nécessitait beaucoup d'imagination. Les cadets ont eu leur premier bon aperçu de leur foyer de fortune lorsque le vaisseau spatial a atteint l'atmosphère de la planète. Alors qu'ils regardaient à travers les étroites ouvertures transparentes, ils contemplaient des étendues de glace apparemment infinies, fracturées par des chaînes de montagnes acérées, ainsi que ce qui semblait être des forêts d'arbres métalliques qui avaient miraculeusement survécu aux températures incroyablement glaciales. Parlant avec assurance leur propre dialecte, les Cattériens discutaient de la manière de construire les meilleurs abris possibles et de conserver des calories.
Il semblait que les Moraniens méditaient leur cœur battant à toute vitesse en anticipation de la torture qui les attendait. Assis tranquillement, les Salvari exécutaient probablement des algorithmes de survie complexes dans leur cerveau surhumain. À certains moments, Kai jetait un coup d'œil par la fenêtre et notait d'autres observations dans un petit carnet. « Dis-moi ce que tu enregistres. » Quand le cadet Rix a interrogé le cadet Corvani sur les schémas devant Kai, a répondu sans lever les yeux. « Topographie système de tempête et la norme. Plat de résistance. Êtes-vous familier avec cette tâche? » Pas dans ce contexte particulier, mais dans n'importe quelle situation, n'est-ce pas? D'après son expression faciale, il semblait que le Catérion pensait soit que cette réponse était vraiment simpliste, soit qu'elle contenait une grande perspicacité. Naïf semblait être l'option la plus probable compte tenu des probabilités. Les capsules de largage étaient envoyées à toute vitesse vers leur cible d'une manière qui rappelait des explosions contrôlées chacune suivant une trajectoire balistique unique. Afin de sauver leurs passagers de se transformer en crêpes volantes en cas de crash, les capsules étaient équipées de systèmes de navigation simples de signaux d'urgence et d'une résistance structurelle suffisante. Au milieu de ces étranges arbres métalliques et bercés par des vents doux d'environ 60 km/h, le pod de Kai descendait dans ce qui semblait être une vallée entre deux chaînes de montagnes. Selon Glacialis Primo, c'était une propriété de premier choix. Après être sorti de la capsule, il inhala un air aussi glacial que des aiguilles. Malgré le fait que ses vêtements réglementaires avaient une protection thermique conçue pour le froid extrême, le climat ici rendait même cela semblable à un pique-nique. En quelques minutes, des cristaux de glace se formaient dans son souffle et tintaient comme du verre brisé en tombant sur le sol. Créer un refuge sûr serait probablement le premier objectif des cadets. Pour établir des microclimats propices à la survie, le manuel réglementaire suggère de localiser des brise-vents naturels et d'utiliser des sources de chaleur d'urgence. La conservation de l'énergie et la gestion intelligente des ressources devaient être la norme. Ken n'avait manifestement pas parcouru le manuel des règles et réglementations. Il ne s'est pas précipité pour trouver un abri. Au lieu de cela, il a parcouru tout le périmètre de sa zone d'atterrissage pendant la première heure, prenant des notes et collectant des échantillons. Il a ramassé quelques branches d'arbres en métal qui semblaient être du bois modifié avec des qualités particulières. Il étudiait la faune locale, ou plus précisément les empreintes de la faune locale, qui évitaient prudemment le nouveau venu. D'autres cadets sur la planète avaient déjà commencé leurs exercices de survie lorsqu'il a commencé à construire son bunker. Utilisant efficacement la régulation thermique innée de son espèce, Zedé Corvani avait construit un abri de glace habitable. Il était capable de digérer les maigres plantes locales grâce à son métabolisme amélioré et ses écailles servaient de grande protection contre le vent. Tran Mollisk, un mordanien avec le physique d'une fournaise blindée, avait creusé une grotte dans le flanc d'une montagne et se prélassait dans la chaleur de son propre corps. Le calendrier de 30 jours semblait court comparé à la capacité de son espèce à endurer de longues périodes avec très peu de nourriture. Les cadets de Salvari avaient construit des abris complexes avec une précision mathématique en tenant compte des meilleurs angles pour lutter contre le vent et retenir la chaleur. Grâce à leur intelligence surhumaine, ils étaient capables d'organiser méticuleusement l'utilisation de leurs ressources. En même temps, Kai semblait construire un édifice totalement irréaliste qui allait à l'encontre de plusieurs règles fondamentales de l'architecture de survie. Les dimensions de son abri étaient excessivement vastes, avec plus d'une pièce et ce qui semblait être des systèmes de ventilation. Au lieu de préserver sa source de chaleur de secours, il avait construit quelque chose avec du bois métallique et quelques-uns de ces outils énigmatiques qui ressemblaient à une forge rudimentaire. À la fin de la première journée, j'ai vu que Kai était dans la cuisine en train de préparer quelque chose qui sentait étrangement le porc rôti.
Pendant ce temps, les autres cadets réduisaient leurs provisions d'urgence et adoptaient un mode de survie plus prudent. Grâce à la surveillance orbitale et aux biosenseurs implantés, les systèmes de surveillance de l'académie suivaient chaque cadet. Avec l'œil détaché des scientifiques étudiant des cultures bactériennes, les instructeurs étaient capables de suivre le développement de leurs étudiants grâce au flux de données qui revenaient à la station de surveillance de la faculté. Selon le professeur Telon, le cadet Corvani se comporte exactement comme prévu. Logement sûr et sain, efficacité maximale dans l'utilisation de l'énergie et signes vitaux réguliers. Selon le docteur Velara, les Moraniens se portent à merveille. Le système de contrôle de la température intérieure fonctionne comme prévu. Respecter le délai de 30 jours ne devrait pas être un problème pour eux. Selon le commandant Quento, les Salvari se comportent normalement avec une précision mathématique. Comme si ses attentes étaient confirmées, Vextara examinait les flux de données avec un sentiment de satisfaction. L'équipe de surveillance a vérifié leurs instruments et le cadet Rix, il y a eu une pause. Le professeur Telon répondit lentement que c'était étrange. Décrire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le fait que sa température centrale reste constante défie toute explication à la lumière de l'environnement environnant. Bien qu'il semble être plutôt actif d'après sa dépense calorique, ses marqueurs de stress sont étonnamment bas. Après une pause pour analyser à nouveau les données, nous constatons que son marqueur de position est resté immobile pendant les 6 dernières heures, mais l'imagerie thermique indique qu'il maintient une source de chaleur bien plus importante que ce que ses fournitures d'urgence devraient couvrir. Il est juste de dire que les caractéristiques cristallines de Vextara se sont structurées en ce qui peut être caractérisé comme une inquiétude concernant le dysfonctionnement de l'équipement et les capteurs biologiques négatifs. Il semble aller très bien si ce n'est même prospérer. Les bilans de décès ont commencé à arriver au 3e jour. Un cadet de Salvari était gravement hypothermique parce qu'il n'avait pas tenu compte des conditions météorologiques locales. La faune indigène était bien plus hostile que les 2 terriens ne l'avaient anticipé malgré leur entraînement intensif au combat. Les monstres de Glacialis Prime étaient plus que simplement effrayants. Leur prise de risque était innovante. Les traqueurs de givre étaient parmi eux. C'étaient des prédateurs avec une fourrure blanche et un camouflage thermique qui leur permettait de se fondre presque complètement dans la neige. Glaciers des vers capables de filer sur un terrain glacé et les danseurs du vent extrêmement répugnants des prédateurs aériens qui chassaient en groupe et avaient un penchant pour les protéines d'autres mondes. La majorité des cadets changèrent de tactique, étant plus prudents et économes avec leurs ressources. Les empreintes d'animaux étaient un signe d'avertissement que les plus astucieux devaient éviter. Les esprits les plus brillants percevaient déjà les signaux révélateurs que des traqueurs de givre se trouvaient dans la région. Pendant ce temps, Kai semblait chercher des endroits où il y avait beaucoup d'animaux. Ses biosenseurs montraient qu'il passait par des cycles de grande activité et de repos apparents. Grâce à l'imagerie thermique, on a pu voir que son abri s'était agrandi, incorporant ce qui semblait être une salle de fumée. Le plus étrange de tout, c'est qu'il n'était pas resté dans une position de protection comme le conseillent les règles de survie habituelles. En fait, il s'était beaucoup déplacé. Est-ce un chasseur? Il serait tactiquement imprudent d'analyser les schémas de données sur lesquels le docteur Velara s'est renseigné. Selon le professeur Telon, la dépense énergétique à elle seule serait insoutenable. Alors que manigance-t-il maintenant? Le 7e jour, la solution fut révélée lorsque des photos thermiques enregistrées par la surveillance satellite montrèrent Kai revenant à son bunker avec ce qui semblait être la carcasse d'un traqueur de givre. « Ça n'arrivera tout simplement pas », dit Vextara simplement. Telon répondit en se concentrant sur l'image thermique et dit « Les preuves suggèrent le contraire. »
Cela semble être un tracker de givre pleinement mature. Un seul cadet humain ne pourrait pas en chasser un avec succès. Environ 200 kilos. Pourquoi a-t-il eu autant de succès? La question persistait comme un défi à leur vision du monde et du potentiel humain. Le jour 10 a vu l'extraction de 3 autres cadets en raison de différents échecs de survie. Le contingent de Caterion montrait des symptômes de stress nutritionnel, mais se portait bien par ailleurs. Les Moraniens tenaient leur position mais avaient épuisé la plupart de leurs sources de chaleur portable, et les Salvariens exécutaient parfaitement leur plan de survie, mais avec peu de marge d'erreur. Le capitaine Quento a supposé que les capteurs pouvaient mal fonctionner, mais les lectures biologiques de Kai montraient qu'il non seulement survivait, mais qu'il prenait en fait du poids. Le professeur Teclon a vérifié ses instruments et a constaté que le cadet Rix avait pris environ 3 kilos depuis le déploiement. Le médecin a déclaré que cela ne pouvait pas être possible car aucun cadet n'avait jamais pris de poids pendant le creuset. Alors il doit tricher d'une manière ou d'une autre. Aide illégitime, matériaux de contrebande ou équipements dissimulés, tout cela est hautement improbable. Malgré une fouille approfondie des capsules de largage, il n'a donné aucune indication d'aide extérieure et l'anxiété de Vextara grandissait à mesure qu'elle analysait les flux de données. Tout au long de ses 30 années à l'académie, elle n'avait jamais rencontré un cadet dont les performances avaient si complètement dépassé les attentes. Cet individu particulier ne se contentait pas de survivre. Il semblait prospérer dans des conditions difficiles, qui mettaient à l'épreuve même les espèces les plus endurcies. Le 12e jour de la fumée a été détecté s'élevant de la position de Kai, indiquant des feux nettement plus importants que ce que les sources de chaleur d'urgence devraient produire. Il est devenu clair que Kai était sur le point d'épuiser ses réserves de carburant. Comme le docteur l'avait prédit, aucun cadet ne pouvait maintenir des feux de cette taille sans épuiser ses réserves. Cependant, les feux persistaient, jour après jour, sans montrer le moindre signe de s'éteindre, et au 15e jour, d'autres cadets commençaient à avoir de réels problèmes. 2 autres Selvari ont dû être retirés du combat en raison de blessures subies lors d'attaques de vers de glace. Après une panne de four rare mais catastrophique, un cadet moranien est devenu l'un des nombreux catédans qui présentaient des symptômes de malnutrition avancée malgré leurs métabolismes améliorés. Kai se déplaça une fois de plus cette fois vers un endroit près d'un lac gelé. L'imagerie thermique a révélé ce qui semblait être un établissement permanent avec plusieurs bâtiments des systèmes d'incendie étendus et ce qui pourrait être des zones de stockage de nourriture. Sommes-nous sûrs qu'il est seul? Le commandant Kanto s'enquit. Selon les données du biocapteur, il n'y a qu'un seul individu, répondit Théon. Cependant, la construction indique qu'une personne ne devrait pas être capable de faire autant d'activités, à moins qu'elle n'ait pas besoin de pause. Le docteur Velara grimaça lorsque l'équipe de surveillance découvrit que les humains pouvaient apparemment bien fonctionner avec très peu de sommeil et maintenir des niveaux d'activité élevés. Les premiers rapports de cadets cherchant activement l'extraction plutôt que de tenir jusqu'à la limite de 30 jours sont arrivés le 18e jour, ce qui allait à l'encontre de tout ce qu'ils savaient sur l'efficacité métabolique et la conservation des ressources. Le stress psychologique de la survie dans des conditions aussi hostiles brisait même les esprits militaires bien entraînés, à l'exception de Kai dont les indicateurs de stress étaient inférieurs à ceux de certains cadets lors des exercices d'entraînement réguliers. « Je veux une confirmation visuelle », déclara Vextara. Un drone de surveillance fut envoyé à l'emplacement de Kai et quand il arriva, il trouva une scène qui réfutait toutes les hypothèses sur la survie dans des environnements hostiles. L'humain avait apparemment décidé de redécorer son endroit, pas seulement de survivre à Glacialis Prime. Des peaux d'animaux étaient tendues sur des cadres à l'extérieur des bâtiments séchant dans l'air glacial. Une grande pile de ce qui ressemblait à de la viande transformée était recouverte de neige apparemment utilisée comme réfrigération naturelle.
Son campement comprenait désormais 4 structures substantielles reliées par des passerelles couvertes. De la fumée s'élevait de plusieurs cheminées, suggérant des systèmes de chauffage dans tout le complexe. De plus, Kai pouvait être vu travaillant à l'extérieur dans le froid glacial, portant ce qui semblait être des vêtements confectionnés à partir de fourrures d'animaux indigènes. « Docteur !» s'exclama Velara avec incrédulité. « Il a fabriqué ses propres vêtements. » Au cours de 18 jours, les capteurs du drone ont détecté diverses sources de chaleur à travers le campement, suggérant que des feux brûlaient dans chaque bâtiment. L'analyse chimique a révélé que l'individu en question transformait prétendument le bois traité des arbres métalliques en carburant de manière efficace. La chose la plus étonnante était que les détecteurs de mouvement sonnaient constamment dans toute la ville, ce qui signifiait que Kai n'attendait pas simplement que l'extraction se produise. Il semblait qu'il s'engageait activement dans une sorte de routine. « Thelon a récolté au moins 6 spécimens majeurs selon l'imagerie thermique », s'exclama le commandant Quento en étudiant les photos de viande et de peau traitées. « Peut-être plus », dit Thelon en se référant à l'île où la viande était stockée. Le nombre de cadets qui avaient été extraits ou qui s'étaient bien volontairement retirés de la mission avait augmenté à plus de 50% au jour 22. Ceux qui avaient survécu se concentraient uniquement sur l'atteinte du point d'extraction de 30 jours et les données de surveillance indiquaient que Kai avait de nouveau bougé cette fois vers un endroit proche des coordonnées d'extraction. Les images du drone montraient Kai participant à ce qui semblait être des activités récréatives. Vextara a fait une observation inutile sur son arrivée précoce. Thelon a confirmé qu'il avait commencé à s'installer dans la zone de ramassage depuis 8 jours. Il semblait qu'il avait décidé qu'attendre jusqu'à la dernière minute n'était pas efficace. Le docteur Velara plissa les yeux vers le moniteur et demanda « Est-ce qu'il sculpte des sculptures ?» près de son campement où il avait construit ce qui semblait être des installations récréatives. Thelon a confirmé que l'activité était conforme à l'expression artistique, ce qui signifie qu'il a du temps et de l'énergie supplémentaires pour des activités non liées à la survie. Le 25, un certain nombre de cadets qui avaient enduré toute l'épreuve grâce à une gestion prudente des ressources et à une détermination sans faille, ont finalement atteint les coordonnées d'extraction apparaissant comme les professeurs l'avaient anticipé, épuisés, mal nourris, mais fiers de leur accomplissement. Le commandant Quento, examinant les images thermiques, se demandait si Kai avait rassemblé ce qui semblait être un comité d'accueil. L'humain semblait avoir utilisé son succès à la chasse pour préparer un repas substantiel, car de la fumée s'échappait des feux de cuisine, impliquant qu'il était en train de rôtir de la viande pour les cadettes qui allaient bientôt arriver. Une fête de dîner était organisée par lui, et des tables dressées avec ce qui semblait être des plats et des ustensiles faits à la main étaient disposés autour du campement. La voix du docteur Velara donnait l'impression que sa vision du monde s'effondrait et le jour 30, les navires d'extraction arrivèrent pour découvrir une scène qui serait débattue dans les académies militaires galactiques pendant des décennies. À la fin du creuset, 17 cadets émergèrent avec l'expression creuse de ceux qui avaient survécu à l'impossible par pure volonté et des provisions soigneusement stockées. L'un d'eux était Kai Hendris, qui sortit de son campement vêtu d'un magnifique manteau de fourrure, portant ce qui semblait être des trophées de chasse et apparaissant comme s'il revenait tout juste de longues vacances. Avec un cri, il a accueilli l'équipe d'extraction de retour. Kai hocha la tête vers son campement, alors que l'équipe d'extraction restait silencieuse, stupéfaite. « J'ai préparé un peu de dîner si quelqu'un a faim. Du tracker de givre fraîchement rôti avec des steaks de verre de glace et quelques légumes locaux que j'ai cultivés, dis-je. » Un cadet, traumatisé, s'accrochant à la vie après 30 jours de cauchemar de survie, était ce qu'il s'attendait à découvrir. Quelqu'un qui semblait avoir mis en place une ferme florissante et était prêt à nourrir les travailleurs, c'est ce qu'ils ont découvert.
Alors qu'elle examinait les progrès de Kai, le commandant Vexatara rejoignit personnellement l'équipe d'extraction, sa silhouette cristalline reflétant la lumière du feu du hameau. La personne avait fait plus que simplement traverser Glacialis Prime. À première vue, il l'avait surmonté avec succès. « Kadehris » dit-elle avec inquiétude. Avec le ton nonchalant de quelqu'un discutant de ses plans pour le week-end de la construction d'abris, de la collecte de ressources et de l'établissement de sources alimentaires durables. Kai a dit « Oh, l'habituel ». Je lui ai demandé de décrire sa stratégie de survie. Les fondamentaux vous sont familiers. La phrase « les bases » fut répétée doucement par elle. Je vois. Cependant, je dois admettre que cette planète abrite des espèces animales très fascinantes. Une fois que vous apprenez leur marque territoriale, les habitudes des traqueurs de glace deviennent prévisibles malgré leur technique de chasse rusée. De plus, si vous pouvez déchiffrer les vibrations dans la Terre, les vers de glace ne sont pas difficiles à attraper. Sa fierté était évidente lorsqu'il montra sa salle de stockage de viande. Toute l'équipe d'extraction peut être nourrie grâce à mes réserves de protéines. De plus, après traitement, ces arbres métalliques brûlent très efficacement. L'homme tenant ce qui semblait être du minerai attira les 6 regards intenses du professeur Teclon. « Cadet Andris, pourriez-vous me dire comment vous avez appris à transformer le bois local en combustible ? Apprendre la composition minérale est la première étape, mais à part cela, c'est essentiellement un exercice d'essai et d'erreur. » L'un des outils énigmatiques de Kai. Un instrument fait à la main pour traiter le bois fut levé en l'air. Les composants métalliques les font brûler plus intensément et plus longtemps que le bois ordinaire. Parfait pour maintenir les feux allumés dans des températures en dessous de 0. Comme si le sujet était particulier en lui-même, le médecin de chasse demanda « Comment avez-vous réussi à chasser des espèces spécifiquement adaptées à cet environnement ?» Kai était légèrement perplexe. Principalement de la persévérance. Ici, la plupart des prédateurs ont évolué pour être rapides et économes en énergie. Ils ne sont pas conçus pour courir pendant de longues périodes ou pour s'épuiser continuellement. Les gens ont le don de survivre à la plupart des choses. La science militaire galactique connaissait l'idée de la chasse persistante, mais il la considérait comme une méthode de survie archaïque et gaspilleuse. Son utilité potentielle dans la lutte contre les prédateurs suprêmes créatures des écosystèmes les plus hostiles remettait en question des croyances de longue date sur les avantages de la sélection naturelle. De plus, Kai s'échauffait sur son sujet et continuait. Il n'y a jamais eu de moment où la plupart de ces animaux ont expérimenté les techniques de chasse humaines. Ce ne sont pas des prédateurs persistants d'autres mondes, mais des prédateurs locaux qui constituent à leur habitat naturel. Cela rend leur capture et leur prédiction plus simples. Les cadets restants ont commencé à se rassembler autour du campement de Kai pendant que l'équipe d'extraction évaluait ces informations. Les personnes qui avaient vécu avec des provisions d'urgence pendant 1 mois étaient profondément affectées par l'arôme de la viande rôtie. Le Catérion Zekorvani, qui était censé sortir victorieux du test de survie, regardait le festin avec une expression presque sacrée. Bien qu'il ait survécu, les réserves d'énergie de son corps avaient été épuisées par son métabolisme accéléré. La pensée d'un dîner fraîchement cuisiné était presque trop belle pour être vraie. « Tu dis que tu vas partager ça ?» demanda-t-il avec suspicion. « Bien sûr !» dit Kai avec un air de nonchalance. « Tout le monde peut trouver ce dont il a besoin !» demanda-t-il avec suspicion. « Bien sûr !» dit Kai avec un air de nonchalance. « Tout le monde peut trouver ce dont il a besoin !» Aussi j'en avais marre de manger tout seul. L'extraction s'est transformée en une fête improvisée, car les cadets qui avaient repassé 1 mois à lutter pour leur survie de base étaient maintenant invités à ce qu'on ne pouvait appeler que buffet. La différence était si énorme qu'elle en était presque incroyable. Alors que la première viande correctement cuite qu'il avait goûtée en 30 jours lui mettait les larmes aux yeux tant Malus que le Mordanien, dont les fournaises internes l'avaient maintenu en vie pendant l'épreuve.
Un certain nombre de cadets Salvari, se vantant de leur intelligence supérieure et de leur préparation méticuleuse, ont avoué qu'ils n'avaient jamais pensé à la possibilité de produire un excès de ressources dans une situation de survie. Alors qu'ils contemplaient cette scène extraordinaire, l'équipe d'extraction réalisa quelque chose de crucial concernant les stratégies de survie humaine que leur analyse avait négligées, tandis que d'autres espèces avaient considéré le creuset comme un test à traverser avec une meilleure adaptation biologique et une gestion prudente des ressources, Kyle avait vu comme un défi à surmonter avec adaptation, innovation et ce qui semblait être un refus presque surnaturel d'accepter les limitations comme permanentes. De sa position en train de livrer des légumes rôtis à un cadet Salvari, reconnaissant Kyle, leva les yeux et dit: « Comment ça, commandant ?» Le cadet Rix Vextara intervint au milieu de la célébration en cours, disant: « Vous semblez avoir fondamentalement mal compris la nature de cet exercice. Le but était de tester sa capacité à rester en vie. Un examen de votre capacité à survivre dans des environnements difficiles en utilisant habilement les ressources et en apportant des changements adaptés à votre espèce. Ai-je raison ?» Kawi fit un petit signe de tête. « J'ai réussi à passer. En fait, je m'en suis plutôt bien tiré. Mieux n'est-ce pas ?» Toutes les hypothèses que l'Académie avait établies concernant la survie, l'adaptabilité et la capacité militaire ont été remises en question par ce problème persistant. Un grand nombre d'espèces. Avec prudence, Vextara avança. Pour rester en vie dans une situation de survie, vous devriez donner la priorité à la réduction du danger et à l'économie d'énergie. C'est raisonnable pour la majorité des animaux. Puis Kai hocha la tête en signe d'accord. D'un autre côté, les gens sont étranges. Nous n'avons pas évolué pour prospérer dans un seul environnement. Cela signifie que si je comprends bien, nous devons être adaptés à l'adaptation. Cela n'avait aucun sens, mais cela décrivait parfaitement leurs observations. L'équipe de surveillance a commencé le long processus d'évaluation de ce qu'ils avaient vu, alors que les navires d'extraction se préparaient à partir, emportant un groupe de cadets dont la vie avait été radicalement modifiée par leur épreuve. Aucune ambiguïté dans les faits. Grâce à leur ténacité, leurs avantages naturels et leur attention méticuleuse aux procédures de survie, 17 cadets avaient réussi à traverser le creuset. Non seulement un cadet l'avait terminé, mais il avait aussi manifestement déterminé que la tâche était inadéquate, alors ils l'ont transformée en une entreprise de colonisation. En s'enquérant du contenu du rapport d'évaluation, le professeur Tellon posa la question tout en examinant les statistiques extraordinaires. Alors qu'elle observait Kai emballer méticuleusement de nombreuses œuvres d'art qu'il avait réalisées sur l'un des mondes les plus dangereux de la galaxie et ranger son armure faite maison, Vexatara, réfléchissait à la question. Elle a finalement déclaré que l'accomplissement dépassait les limitations. Que signifie survivre? Peut-être devrions-nous réévaluer cela? Le retour à l'Académie fut une expérience différente de toute autre extraction qui avait eu lieu là-bas. Ce qui semblait être une fête mobile était en réalité à bord, au lieu d'un groupe de survivants fatigués, faisant tristement le voyage de retour. En plus d'enseigner à ses camarades cadets comment fabriquer des outils et traiter des ressources, Kai avait emballé suffisamment de nourriture transformée pour maintenir la fête pendant le voyage. À leur arrivée à l'Académie, quelques cadets avaient déjà commencé à se préparer au combat en utilisant des méthodes établies par les humains.